Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Nous sommes le 25 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rocher et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre épisode, 300 000 contrôles ces 3 dernières années. Les services de douane travaillent à plein temps sur un marché précis. L'exportation et l'importation indirecte entre la Russie et l'Union européenne. Friedrich Merz sera le prochain chancelier allemand. Il a annoncé un programme envers l'Union européenne très clair. Défendre l'Ukraine, relancer l'économie allemande, mais aussi, disons, d'être plus actif sur le niveau européen. Restez à l'écoute pour vos analyses quotidiennes du monde économique. Z sur 7 à la une. Les services de douane ont procédé à l'examen d'une cargaison au sein d'une entreprise de Beringen spécialisée dans le transport et la distribution de polymères. Une partie de ces substances, soit 15%, était d'origine russe, en violation des restrictions commerciales imposées depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ronny Joos, CEO de Gase, nous donne les détails de ces procédures. Les douanes travaillent avec l'entreprise, en l'occurrence Gase, et l'aident à élaborer des procédures. Elles viennent également les contrôler régulièrement sur place. Il est également important de cartographier l'ensemble des flux de marchandises et des documents. Plus de 300 000 contrôles ont été effectués ces 3 dernières années, une réalité qui, comme l'explique Christian van der Warren, administrateur des douanes et assises, nécessite plus de main-d'œuvre. Entre 200 et 300 douaniers journaliers font vérifier les sanctions. C'est quand même sur un effectif de 3300, c'est quand même important. Alors que toute l'attention des douanes était portée sur la Russie, les importations d'Inde, de Chine et de Turquie doivent également être surveillées. Une situation qui facilite l'importation de produits russes. C'est surtout sur ce domaine-là que maintenant les contrôles de la douane belge et les contrôles des douanes européennes se focalisent. C'est l'exportation et l'importation indirecte entre la Russie et l'Union européenne. Plus d'une centaine de procès-verbaux ont été rédigés ces 3 dernières années. Ces sanctions ont un impact sur les services de douane, mais, comme le rappelle Ronny Joos, également sur les entreprises. Il est certain que cela a eu un impact sur nos opérations, avec une réduction temporaire de l'emploi. Nous avons alors dû dire au revoir à la population de nos travailleurs temporaires, soit environ 10% de nos effectifs. L'entreprise Gase traite désormais avec le Brésil, les États-Unis et les Émirats arabes unis pour compenser les pertes de polymères venus de Russie. Z sur 7 à la une. Friedrich Merz, futur chancelier allemand et chef des conservateurs, a annoncé vouloir former une coalition avec les sociodémocrates d'ici Pâques. Karol Lanoux, CEO du CEPS, souligne également la volonté du parti de ne pas s'associer à l'AfD, parti d'extrême droite, pourtant deuxième force politique du pays. On a 2 partis qui ont la majorité dans le Parlement, dans le Bundestag, pour prendre les décisions qui sont nécessaires pour faire le relaunch de l'industrie allemande, l'économie allemande, ce qui est aussi extrêmement important pour la Belgique, qui est une forme de centre logistique dans un certain sens pour l'industrie allemande, avec le port, mais aussi les sous-traitants qu'on a dans la Belgique. Le futur gouvernement de Friedrich Merz influencera le rôle de l'Union européenne dans la politique allemande. Maintenant, on aura quelqu'un qui s'y intéresse déjà plus que Scholz, beaucoup plus que Scholz. Il est du même parti que le président de la Commission européenne, Van der Leyen. Et en plus, il s'est prononcé clairement avant les élections qui ont donc eu lieu ce week-end, pour des choses qui, pour l'Europe, sont extrêmement importantes. Défendre l'Ukraine,
relancer l'économie allemande, mais aussi, disons, d'être plus actif sur le niveau européen. Selon Carole Lanoux, l'expertise de Friedrich Merz en économie américaine facilitera les échanges avec Donald Trump et la Maison-Blanche. Merz, le temps qu'il a été mis de côté, a été président de BlackRock Allemagne. Et BlackRock Allemagne, c'est le plus grand BlackRock au monde, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs qui gère des trillions d'actifs au monde. Ce qui veut dire que c'est un homme aussi riche, ce qui est important pour Trump s'il veut le rencontrer. Parce que chez Trump, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'argent. Les bourses allemandes ont légèrement progressé ce lundi après les résultats du scrutin. Bien que les perspectives économiques restent faibles, l'Institut IFO estime que la situation pourrait s'améliorer au second semestre, à condition que la formation du nouveau gouvernement soit rapide et qu'il propose un programme digne de confiance. Z sur 7 à la une. Placer l'humain avant le profit. En Wallonie et à Bruxelles, on dénombre plus de 260 000 emplois et 11 800 entreprises. Augustin Morel, de l'Observatoire de l'économie sociale, explique les facteurs de la croissance de l'économie sociale. Ça veut dire que l'entreprise va servir une cause, un objet social et pas un objet, une finalité lucrative. Donc c'est pas le porte-monnaie, c'est pas la taille du capital qui est investi dans l'entreprise qui détermine le pouvoir, c'est le nombre de personnes, c'est en général une voix par personne. Cette structure démocratique permet de solidifier les entreprises sociales. Même quand elles sont en difficulté, même quand le retour sur capital n'est pas suffisamment bon, en fait elles ont tout intérêt à prolonger, à continuer à survivre, à vivre. Et quand ça va bien, en fait, elles vont mettre le surplus financier aussi en réserve, en prévision des années futures. Cela permet également aux entreprises de rester ancrées localement. La non-spéculation sur le capital va permettre en fait que ces entreprises ne vont pas être achetées, elles ne vont pas être délocalisées. Donc c'est vraiment des entreprises qui contribuent à la résilience du territoire. Depuis 2010, l'économie sociale croît avec 32 nouveaux emplois chaque année. Un secteur qui se développe grâce à ce modèle économique qui répond aux besoins quand l'État ou le marché ne le font pas. Augustin Morel pour terminer. L'économie sociale, ça a toujours été une économie portée par les citoyens et qui se crée quand soit l'État, soit le marché ne répond pas à un besoin. Depuis 2020, 25% des entreprises sociales ont cessé leurs activités, contre 40% dans l'économie classique. Elles représentent un emploi sur 7 en Wallonie et à Bruxelles et emploient en moyenne 2 fois plus de salariés qu'une entreprise privée. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, en compagnie de Christophe Charlot, nous allons nous pencher sur une question brûlante. L'IA générative nous aide-t-elle à mieux réfléchir ou nous rend-elle intellectuellement paresseux ? Une étude récente s'est penchée sur la question. Des chercheurs de l'université de Pittsburgh et de Cambridge se sont donc interrogés sur l'impact de l'intelligence artificielle générative sur l'esprit critique. Donc ils ont interrogé 319 travailleurs, on va dire des travailleurs du savoir, des employés, et l'étude montre, ou plutôt confirme, que les gens font confiance à l'intelligence artificielle et que plus ils font confiance, moins ils réfléchissent. Donc si quelqu'un croit que ChatGPT est vraiment fiable, cette personne va moins remettre en question les réponses et prendra ce que dit ChatGPT pour argent comptant. Et à l'inverse, ceux qui ont confiance en leurs propres compétences, qui ont plus confiance en eux, vont analyser davantage les réponses qu'ils reçoivent et vont plus souvent corriger les erreurs. Donc, quelque part, l'IA devient un peu un piège, c'est-à-dire que d'un côté, elle nous fait gagner du temps, mais forcément, elle nous pousse aussi à lâcher prise sur notre esprit critique. Concrètement, comment cela change notre manière de travailler ? Le rôle des travailleurs du savoir est en train clairement de basculer. Avant, on produisait du contenu. Maintenant, on passe plus de temps à superviser ce que fait une intelligence artificielle générative. Donc, par exemple, un copywriter qui utilisait son propre raisonnement pour écrire des textes doit maintenant filtrer, réécrire, corriger des textes qui ne sont plus produits par lui, mais par une intelligence artificielle. C'est exactement le même problème pour les développeurs. Au lieu d'écrire du code, ils passent de plus en plus de temps à vérifier ce que l'intelligence artificielle a généré comme code et voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc quelque part, le rôle a changé
est en train de changer et l'étude montre que c'est déjà le cas, et une dépendance progressive apparaît où on se contente finalement de vérifier au lieu de vraiment créer. Et puis oui, comme le soulève l'étude, encore une fois, il y a aussi un autre phénomène qui se développe, c'est l'homogénéisation des réponses. Donc ceux qui utilisent l'intelligence artificielle produisent des contenus qui sont plus standardisés que ceux qui le font sans intelligence artificielle. C'est des choses dont on se doutait, mais quelque part, que cette étude, qui avait été commandée par Microsoft notamment, confirme. Pour terminer, comment éviter de devenir trop dépendant de l'IA ? D'abord, il faut évidemment garder l'habitude de vérifier plusieurs sources avant d'accepter une réponse. Donc il faut toujours rechallenger l'intelligence artificielle parce que l'erreur peut générer des erreurs qui sont subtiles et qui sont inaperçues. Ensuite, il faut pratiquer régulièrement des tâches sans intelligence artificielle pour ne pas perdre ses compétences de base. Savoir écrire un texte, si on ne le fait plus jamais, on sera de moins en moins bon, c'est de l'entraînement quelque part. Et enfin, les entreprises doivent encourager évidemment la formation, et c'est devenu une obligation d'ailleurs au niveau européen, pour apprendre à utiliser les outils intelligemment et garder un regard critique plutôt que de suivre aveuglément une intelligence artificielle. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer cet épisode, nous allons nous tourner avec Éric Joly de la banque ABN AMRO vers le prix du café qui augmente depuis plusieurs mois. Et ce fut déjà le cas en 2024 aussi. Si vous prenez par exemple le top 3 des matières premières ayant affiché les plus belles hausses, vous allez constater que le prix du café se positionnait à la deuxième place avec une hausse quand même de 80%, juste devancé par le prix du cacao, une hausse là de 230%, mais quand même très belle progression pour le prix du café, oui. L'une des raisons de cette hausse provient du changement climatique avec des pays plus touchés que d'autres. Il faut savoir que le Brésil représente plus ou moins 50% de la production de l'arabica, donc qui est quand même très très populaire. Et le Brésil, malheureusement, a connu quelques récoltes décevantes. Là, bien sûr, le changement climatique est en cours également, et donc ça a un impact sur le prix du café. Le changement climatique n'est cependant pas la seule raison de cette augmentation du prix du café. Pour le Brésil, en tout cas, il y a encore une autre raison. Il faut savoir que le réal brésilien s'est apprécié par rapport au dollar. Et donc, les agriculteurs, quand ils font la conversion, ils ont moins d'argent, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'ils retiennent en partie le stock. Et donc, les torréfacteurs sont un peu en manque aussi. Donc, c'est comme ça que tout se met en route et que les prix continuent à augmenter. Le café reste une valeur instable et pourrait encore fluctuer dans les mois à venir. Je pense que le prix peut quand même repartir à la baisse pour deux raisons. Tout d'abord, on voit, parce que c'est aussi un produit sur lequel il y a beaucoup de spéculation, donc on voit que pour l'instant, les acheteurs qui tablent sur une hausse sont en diminution, donc ça c'est une bonne chose. Deuxièmement, on semble dire que les récoltes pourraient être meilleures cette année-ci, donc ça pourrait également avoir un impact positif pour nous en tant que consommateurs. Il faudra garder un œil sur les fluctuations du prix du café, que ce soit pour les investisseurs ou les consommateurs. Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Mais à quoi va servir cet épisode, Anne ? Demain, vous retrouverez Peter de Keyser et son analyse sur la publication du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.